Bonsoir. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a parmi nous quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui est habillé en rouge. Cette personne est l'un des moines de Guteux, le monastère tantrique de Kamipoché, et ces moines sont en ce moment à Paris pour donner des concerts. Il y a à peu près une dizaine de moines qui sont venus avec lui. Ils vont donner donc une célébration demain soir au musée Guimet. Donc nous parlons toujours de notre concentration mentale, et si l'on veut un petit peu décomposer notre petit tableau synoptique que vous avez sans doute tous, nous avons vu ce qui concerne les préliminaires avant la pratique, ensuite la préparation de la pratique en elle-même, et nous en sommes à la façon de méditer proprement dit. Et dans la façon de méditer proprement dite, il y avait ce qu'on appelait la préparation et la façon en elle-même. La préparation, nous l'avons décrite la fois passée. Ça, c'est dans la page 3 de votre petit tableau synoptique. Tout le monde a le petit tableau synoptique? Donc, dans cette façon de méditer en proprement parler, il y avait ce qu'on avait appelé les divers grades de la pratique, qui étaient divisés en deux parties. La façon de faire naître en soi une méditation, une concentration. Oui, dans la façon de méditer pour en parler, il y a les deux pratiques. C'était d'une part la façon de positionner son corps. Ça, on l'a vu il y a 2 séances. Si vous vous souvenez, on avait eu pas mal de pas vrai, pas vrai. C'était ce moment-là, donc. Et donc la deuxième partie, c'était les divers grades de la pratique, et ça, donc on est là cette fois en page 3, qui se divise en elle-même en deux parties. D'une part, comment faire naître en soi une concentration qui soit bonne, qui soit juste, et d'autre part, quelles sont les différentes étapes de ce contrôle de notre esprit. Et lorsque l'on va parler de faire naître en soi une concentration qui soit juste, qui soit non erronée, donc comme on dit en page 3, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire que l'on va agir dans cette optique avant la méditation, on va agir pendant qu'on est assis à méditer, et on va agir après que l'on ait médité. On avait commencé à voir un petit peu ce qu'on devait faire avant la méditation, c'est-à-dire en dehors des sessions de méditation. On avait dit que principalement l'objet contre lequel, le phénomène contre lequel on allait lutter, c'est ce qu'on avait appelé l'indolence ou la non-exhortation à pratiquer. On avait un petit peu commencé à l'aborder, mais on n'avait pas fini d'expliquer un petit peu ce point.
On avait dit en particulier que le premier remède à cette indolence, donc à ce manque d'envie qu'on pouvait avoir à pratiquer, c'était ce qu'on a appelé ici la foi, mais c'est un mot qui rend mal, la confiance aussi rend mal ce terme, c'est, disons, une fois que l'on connaît les qualités réelles de cette pratique, qu'on connaît les vertus que peut nous donner cette pratique, il met en nous une sorte de certitude à l'égard de cette pratique, il nous donne l'envie de la pratiquer, une certitude quant à ses qualités, et donc une sorte de confiance en cette pratique, une sorte de foi en ses vertus. C'est ça qu'il s'agit de faire naître. Ça, donc cette foi ou cette confiance, on avait vu quelques exemples la dernière fois, disant que quelle que soit l'activité que l'on va entreprendre, quel que soit le travail que l'on peut faire, il est toujours systématiquement indispensable d'avoir au départ une confiance dans ce travail, c'est-à-dire une certitude quant à la nécessité ou l'utilité de réaliser ce travail. Si on n'a pas ça, on peut faire n'importe quoi, on ne pourra jamais faire quelque chose de construit, de cohérent, parce que justement on n'a pas cette force de base qui nous pousse, qui est cette confiance à l'égard des vertus, des qualités de ce travail. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour toutes les activités, en particulier pour les pratiques. Et le Bouddha lui-même disait que cette foi ou cette confiance, c'est quelque chose, littéralement, c'est un petit peu comme une mère qui est génératrice de toutes les qualités. Autrement dit, ça veut dire c'est que lorsqu'il y a, par exemple, une mère qui a 10 ou 15 enfants, qu'importe, tous ces enfants vont grandir et faire toutes sortes d'activités qui vont les faire être très différents les uns des autres, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit leur spécialité plus tard, quelles que soient les activités qu'ils vont faire plus tard, il y a toujours un point commun entre tous, c'est qu'au départ, il faut qu'il y ait une mère, qui est cette mère, qui est leur base à tous et qui a fait qu'ils ont pu exister avec toutes leurs différences. Pour nous, c'est la même chose pour toute pratique, pour toute activité. Il faut au départ cette confiance, cette foi, qui est un petit peu comme cette mère, qui va permettre de créer une sorte de base solide sur laquelle on va pouvoir développer les qualités que nous pourrons utiliser dans la réalisation de ces activités ou de cette pratique-là. C'est indispensable. Et en fait, on parle de l'indolence, mais il y a il y en a 5 exactement, plusieurs obstacles que l'on va rencontrer chez notre pacification stable, dans notre concentration. Il y en a 5. Et le premier remède au premier obstacle, c'est cette foi, cette confiance, justement pour ce qu'on a dit, parce que c'est une base sur laquelle toutes les qualités se construisent.
Évidemment, le reste s'enchaîne très logiquement. Une fois que vous avez cette confiance à l'égard des qualités, des vertus de cette pratique, eh bien, il met en vous une très forte motivation, vous avez envie de pratiquer, et c'est le deuxième remède. Donc, c'est la suite de l'enchaînement du même remède, à savoir que vous avez envie de pratiquer, vous avez une exhortation en vous disant, mais il faut que je pratique, il faut absolument que je m'y mette, etc., parce que c'est important. Et donc, ça, c'est évidemment un blocage systématique à l'indolence. Si vous avez envie de pratiquer, ben, vous avez envie de vous lever pour vous y mettre. Et ce processus logique se poursuit avec la persévérance. Une fois que vous avez envie de pratiquer, et bien justement, vous vous levez, vous essayez, vous pratiquez au jour le jour et vous continuez au cours des mois et des semaines. Mais ce qu'on appelle la persévérance ici, c'est quelque chose qui se manifeste de façon physique, le fait que vous vous asseyez pour pratiquer par exemple, mais c'est quelque chose qui désigne surtout une réalité mentale. C'est cette continuité dans l'effort que vous avez au niveau mental qui produit des réalités physiques, à savoir que vous vous asseyez, mais c'est à la base, le plus important, c'est le processus mental de la persévérance, de la continuité qui est important. Le reste en découle. Et vous voyez bien que le remède à proprement parler à l'indolence, c'est son contraire, c'est la persévérance. Parce que lorsqu'on persévère, on n'est pas indolent, c'est justement l'opposé. Mais pour que cette persévérance puisse venir de façon valide, il faut qu'il y ait au départ donc cette confiance qui elle-même entraîne une forte motivation, qui elle-même entraîne cette persévérance. Donc c'est un cycle. Il y a donc 5 obstacles que l'on va rencontrer, et au premier de ces obstacles, a 4 remèdes. Les 3 premiers sont les remèdes que l'on va appliquer de façon courante, et le 4e va être en quelque sorte un résultatif, c'est ce qu'on a appelé la maîtrise, on en a un petit peu parlé la dernière fois, une sorte de contrôle absolu de notre esprit et de notre corps, mais qui viendra beaucoup plus tard. Parle donc à ce niveau de la maîtrise du corps et de l'esprit, mais
c'est quelque chose que l'on va revoir plus tard dans la dernière partie lorsqu'on va aborder les résultats de la concentration mentale, parce que ça c'est un résultat. Mais comme c'est quelque chose qui est directement issu de ces remèdes à l'indolence, il est bon d'en parler ici. En plus, ça vous permet de garder un petit peu cette maîtrise de l'esprit du corps dans un coin de l'esprit, donc vous la reconnaîtrez lorsqu'on en parlera plus tard. Grosso modo, ce dont on parle ici, la maîtrise du corps, c'est un état, disons, un état de maîtrise totale du corps, où on a un contrôle suffisant de nous-mêmes pour ne plus ressentir au niveau nerveux ou autre de douleur dans le corps ou de aidez-moi, merci. De gêne, merci. De gêne, donc on ne ressent plus aucune gêne dans le corps, aucune douleur dans le corps, au point qu'on a donc un contrôle total de notre corps, une sorte de grande félicité du corps, qui est ce qu'on appelle cette maîtrise du corps, mais qui ne vient qu'en fruit beaucoup plus tard. La maîtrise de l'esprit, c'est à peu près la même chose, à savoir que l'on arrive à avoir un contrôle tel que l'on n'est plus du tout gêné dans notre esprit, on n'est plus gêné par des objets extérieurs, on n'est plus gêné par des phénomènes intérieurs, on a un contrôle total de notre esprit qui fait qu'en quelque sorte une sorte de grande félicité de notre esprit. C'est ça qu'on appelle la maîtrise du corps et de l'esprit. Et donc, lorsqu'arrivera le moment, parce qu'il va arriver ce moment où vous n'aurez plus tellement envie de pratiquer, où vous direz, bon, bah, je pratiquerai demain ou plus tard, etc. Là, vous êtes exactement dans cette case-là, à savoir qu'il convient à ce moment-là de vous souvenir de ces qualités de la pacification stable, de vous souvenir des vertus que ça peut avoir, de ce que ça peut vous apporter, etc. Et là, donc, de faire naître en vous, de créer cette forte motivation, de vous lever et de vous mettre à persévérer dans votre effort, donc de vous mettre en pratique. Et plus tard, à force de persévérance et pratique, vous acquérerez cette maîtrise de l'esprit. Il arrivera aussi des moments où vous aurez beau penser aux qualités, aux vertus de la pacification stable, avoir une envie de pratiquer en vous disant oui, ce serait quand même bien que je me lève et que je m'y mette, etc. Vous n'aurez pas suffisamment de motivation pour vous lever vraiment et vous mettre vraiment à pratiquer à ce moment-là. Ça veut dire que votre motivation n'est pas assez forte. Et ça veut dire aussi que votre confiance n'est pas assez forte. Et ça veut dire que la façon que vous avez eue de penser à ces qualités, ces vertus de la pacification stable, c'était une façon qui était peut-être un peu récitée, qui était peut-être un peu artificielle, qui était un peu greffée, et vous n'avez pas vraiment pris conscience au plus profond de vous-même de ces qualités intrinsèques. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre, qu'il faut recommencer, et vraiment vous pénétrer, vous laisser imbiber par ces qualités-là pour avoir véritablement une motivation qui soit forte et qui entraîne une persévérance forte.
Ici, nous voyons les points de la pratique les uns après les autres, tels qu'ils sont enseignés traditionnellement. Ce que nous pourrions faire, c'est laisser plusieurs sessions d'écart entre le moment où nous parlons donc de cette foi, cette confiance, et le moment où nous parlons de la suite, celui où on commence à pratiquer réellement. Ce serait sans doute efficace, parce qu'il est vrai que si on n'a pas une confiance qui est vraiment forte, une confiance qui est vraiment solide dans les vertus de cette pacification stable, il est difficile de se mettre à pratiquer et de pratiquer pendant longtemps, parce qu'au bout de quelques moments, ça se désagrège et on commence à avoir ce manque de persévérance. Donc on pourrait faire ça de façon à ce qu'on soit sûr que vous ayez vraiment une certitude à l'égard de cette pacification stable. Mais on n'a pas la possibilité de le faire, notre temps est limité, et si l'on commence, nous, à pratiquer en allant directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pratique en elle-même parce qu'on veut en voir les résultats directs, il est à craindre que le résultat ne soit pas très efficace parce qu'on ne suit pas les étapes telles qu'on devrait les suivre pour que ce soit construit. C'est un petit peu comme quand on monte un escalier, on peut monter 4 en 4, mais il faut passer les marches les unes après les autres. Et nous, on a souvent tendance à passer directement sur la marche d'en haut parce que c'est celle où on voit le plus loin. Il faudrait donc passer par ces étapes, et ça, c'est à vous-même de le faire. La seule exception, c'est ce qu'on avait appelé donc la maîtrise du corps et de l'esprit. Ça, c'est quelque chose dont on parle maintenant, mais que vous ne pouvez pas chercher à acquérir maintenant. C'est quelque chose que vous obtiendrez après, lorsque vous aurez fini la pratique de la pacification stable, que vous arriverez au bout. Là, à ce moment-là, vous verrez éclore cette maîtrise du corps et de l'esprit. Donc, c'est le seul point qui est un petit peu en dehors de votre pratique actuelle. Pour ceux d'entre vous qui ont le petit dessin, peut-être d'entre vous long, sur lequel donc, on voit le chemin de la pacification stable, nous, à l'heure actuelle, nous en sommes en bas à droite, à peine au moment où on sort du monastère. La maîtrise du corps, la maîtrise de l'esprit, c'est le petit moine que vous voyez en haut à gauche, qui semble suspendu à un parachute ou à sa robe. C'est à ce moment-là la maîtrise du corps et de l'esprit. Et entre ces deux moments, il y a tout le chemin à faire. Donc vous voyez, c'est vraiment à la fin qu'on obtient. Donc vous voyez, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas, nous sommes là, même pas tout au début. Il y a tout ça. Et cette maîtrise du corps et de l'esprit, c'est là qu'on l'obtient. À ce moment-là, donc tout en haut. On a encore de la marge. Tout le monde a vu à peu près, oui, au numéro 30. Oui. Maintenant, nous avons vu donc qu'est-ce que l'on peut faire avant la pratique pour faire naître en soi une concentration qui soit non erronée. Donc vous avez compris, c'est faire naître en soi une force de pratiquer suffisamment grande pour s'y mettre et continuer à s'y mettre longtemps. Maintenant, pendant la pratique,
à partir du moment où l'on va s'asseoir pour pratiquer, pour avoir une concentration qui soit juste, il y a deux choses, à savoir d'une part, choisir une image. Donc on va poser notre esprit sur quelque chose, on va le poser sur une image mentale par exemple, qu'on appelle l'image que l'on visualise, et ça, il importe de la choisir avec soi, ne pas prendre n'importe quoi, n'importe comment, parce que sinon, ça risque de poser des problèmes par la suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois qu'on a choisi cette image, il s'agit de savoir comment on pose notre esprit sur cette image de façon stable, de façon à ce que ce soit un petit peu ferme et qu'on ne fasse pas n'importe quoi non plus. Donc il y a deux choses à bien maîtriser. 가지 전에 방법 수수된 망고를 맡고 다시 가지 나네 리어도 이제 내지게 무슨 니고르스는 니에서 개요. 가지서 띵인지 안에 쟁이도 망바 참만 나는 띵인지 아니 이거 내가 수수수 지끌거려 수수 가로 간대다는지 남지는 좀 주고 얘네 너네 루실에 쟤는 다 되게 고 남지는 이거 샤ን티 제기에나 아 띵인지 그게지 뭔가라 빠체메 기생지 그래서 그 메버드 대기시베 꼭 산재기 꽃이자고 이거 쿠에 진럽기 아니 빠체메야 내가 이게 같이 와도 말아버지기 띵인데 다시 만두 보이네 콜을 메버 가지 띵인데 그때 그러면 제일래 대기시베 콜을 산파야 겨치사도 내가 겨치사 콜이야 동가지 뭐고 저는 저지니까 좀 용해야지 이게 코로나 같이 뭐 맞아도 얘네 해야 돼. 사직이 끌면은 상판도 되게 되게 이제 너무 지는 거야. 지금 너무 지게 생겨야 되게 힘을 끌려. 내가 해야지. 제가 패치에만 되는 수도 있어요. En ce qui concerne le premier point, donc le choix de cette base de l'image que l'on va choisir pour visualiser, depuis 2 ans donc que nous abordons cette classification stable, nous avons toujours choisi une image mentale extérieure, une image comme par exemple la représentation du Bouddha qui est ici ou une autre. Quoi qu'il en soit, on peut choisir comme base mentale n'importe quel objet, n'importe quel, pourvu que ce soit une image qui soit visualisable. On peut prendre une photo, un morceau de bois, encore une fois une facture EDF, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose que vous puissiez visualiser. Par contre, il est fondamental à partir du moment où vous l'avez choisi, de vous maintenir cette image mentale et de la garder jusqu'à ce que vous ayez atteint ce stade de la pacification stable. On peut choisir n'importe quoi parce que il y a des gens qui sont bouddhistes et des gens qui sont non bouddhistes qui peuvent pratiquer cette pacification stable et qui peuvent aller jusqu'au bout de cette pacification stable. Mais la différence, c'est que si l'on est bouddhiste, on préférera choisir une image qui ne soit pas neutre, donc comme une image du Bouddha par exemple, parce que d'une part, le fait de la visualiser pour la pacification stable nous permet d'enlever pas mal d'obstacles à la progression. Le fait donc d'avoir une image qui est religieuse comme ça permet de stimuler pas mal de choses en nous, de déclencher pas mal de pivots en nous et notamment de bloquer certains obstacles qu'on peut rencontrer plus facilement en choisissant une autre image. De plus, c'est une image qui est porteuse de sens en elle-même, c'est-à-dire que l'on considère que le fait de visualiser cette image est déjà porteur de bon karma. C'est-à-dire que si on pratique la pacification stable et qu'on va jusqu'au bout, c'est très bien. Mais si on ne va pas jusqu'au bout, si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, le simple fait d'avoir visualisé cette image mentale permet déjà d'avoir un acquis karmique, un bon karma, qui rend utile cette pacification stable en dehors de la pacification stable en elle-même. Donc c'est quelque chose qui est utile en soi. Donc si on est bouddhiste, on préfère choisir ce genre d'image plutôt qu'une image neutre comme une goutte d'eau par exemple. 그 노벨로 쓸 텐데 제가 다 때는 별량한 저는 분명히는 아니 가사 칼라도 두진데 되게 꽃이니까 나도 랑가 코로나 살았다 그냥 해서는 나서 자세히 코로나 살았다 코로나 무기에는 가사 칼에 되게 꽃나는 게 무슨 자자요 이 가자서는 전에 그렇게 처음에 뒤 통계요 그 뒤자고 통계에 딱 기타 위사도 이 장가라 실로도 통계 누공계 친구들 줄에 되게 꽃이 다 지내 믿고 통기로 갖고 친구지 뒤샤요 다단기로 내가 얘때 때는 다단기서 빌려치 얘도 대바 명예지기 통과전에 뒤통기 있었지 친구들에 있었지 야토기로 되게 제가 또 스팅이 무슨 바대요 Ceux d'entre vous qui sont déjà allés au Tibet, notamment à Lhasa autour du Barkor, vous avez déjà remarqué qu'il y a énormément de représentations du Bouddha qui sont dessinées, qui sont gravées dans la pierre, qui sont sculptées, etc., et qui font carrément tout le tour. De sorte que si l'on est un pèlerin ou simplement un touriste et que l'on fait le tour de ce circuit de circumambulation, on ne peut pas les rater, on en voit partout. Et
c'est pas simplement pour faire de jolis dessins ou de jolies gravures qu'elles ont été faites, c'est parce que le fait de les voir est inducteur de bon karma en soi. Mais ce qui fait que les pèlerins qui vont les voir vont avoir une pensée particulière en eux qui va être génératrice de bon karma. Quant aux touristes qui ne sont pas bouddhistes et qui s'en fichent complètement, eux aussi, le même processus se passe, ils voient cette image religieuse qui est porteuse de sens, et parce qu'elle est porteuse de sens, il y a un karma correspondant qui naît, et ça suffit. C'est pour ça qu'elles ont été mises là. On enseigne que bien sûr, si l'on regarde une représentation du Bouddha ou une représentation religieuse comme ça avec une foi dans son cœur, il y a un poids karmique qui est considérable, bien sûr. Mais même si on regarde cette image religieuse avec une colère à l'égard de cette image religieuse, de ce qu'elle peut représenter, il y a quand même un karma positif qui vient se greffer. Pas du fait de la colère, parce que la colère en elle-même est porteuse d'une marque karmique négative lourde, peut-être bien plus lourde que la marque positive qui est issue du fait de regarder la représentation, la photo, mais le fait de la voir, d'être simplement en contact avec elle, est porteur de karma positif, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est. Et donc ça c'est le choix que font les bouddhistes du privilégiement du fait de ce sens qui est porté dans ces représentations-là. Mais si vous n'êtes pas bouddhiste, par exemple, si vous ne voulez pas donner un sens bouddhiste à votre pratique, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Si vous voulez donner une tonalité religieuse à votre pacification stable, vous pouvez prendre une image religieuse qui est de votre propre religion. Si vous êtes catholique, par exemple, une représentation du Bouddha ou de la Vierge, qu'importe, ce qui plaît à votre cœur. Si vous ne voulez pas donner de tonalité religieuse du tout, vous pouvez prendre n'importe quel objet pourvu que ce soit quelque chose que vous pouvez visualiser à votre esprit. Ça, c'est complètement indifférent. L'essentiel, c'est de se maintenir en cet objet. Mais choisissez le bien, cet objet, parce qu'à partir du moment où vous l'aurez choisi, chaque fois que vous pratiquez la pacification stable, et chaque fois que vous la pratiquerez dans le futur, il vous faudra, tant que vous n'aurez pas atteint ce stade de la pacification stable, il faudra reprendre systématiquement la même image mentale, donc du même objet, et ne jamais en changer. Et ça, donc, c'est un choix qu'il importe de faire dès le début. Donc c'est un choix qu'il vous faut faire quand vous commencez la pratique, vous dire, bon ben je vais faire la pratique de la pacification stable avec telle image mentale. La choisir et ne plus en changer par la suite, même si elle ne plaît plus, c'est trop tard. Pourquoi doit-on se maintenir sur une image mentale? Parce que le but de la pacification stable, donc le but de l'exercice, c'est d'avoir une concentration stable sur un objet. Parce que notre concentration, naturellement, est très instable dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que nous passons d'un objet à l'autre constamment sans jamais s'arrêter sur un, et nous avons beaucoup de mal à rester de façon ferme sur un objet. Alors ça, c'est suffisamment difficile. Si en plus on se met à changer cet objet tous les jours, il n'y a plus rien qui est possible parce qu'on n'a plus aucune base de référence solide. C'est pour ça qu'il faut choisir un objet et garder toujours le même, qui nous servira de point de référence.
Et nous insistons lourdement sur ce point parce que vous allez voir, il va y arriver un moment, où c'est peut-être déjà arrivé, où vous allez avoir votre objet de méditation qui va vous paraître instable, toujours aussi instable qu'au début, peut-être même encore plus, et vous allez avoir l'impression qu'en choisissant un autre, ou simplement le même avec une petite variante, ce sera plus facile, parce que pour une ou pour une autre, ça correspondra plus à votre humeur, vous aurez l'impression que ce sera plus facile. Ça, c'est un obstacle dont il faut que vous vous méfiez, parce que c'est quelque chose qui va vous induire à un changement, et c'est une erreur. Il faut garder le même si vous avez l'impression que c'est moins stable. 原来西南的西南几年都是这呢，大这个人呢，都是大个人呢，有的就是差不多呢，这苦这有的就是多紧，我们就是我们就是听明白了，西南都是那个大个呢，他听嘛叫这呢，星期起的大家刚是开了都是大新店呢，看这人呢多紧呀，的这苦呢，要么就刚是开了都大新店呢。必定拿的，这个没把进来看，这大是没把进过的，我不的钱呢，进过来看也在当些钱呢，我说这个是什么问题啊？这没把这没把这个钱拿的，看这人呢，这个是什么问题啊？ L'exemple qu'on donne traditionnellement, c'est si vous prenez deux bouts de bois et que vous les frottez l'un contre l'autre. Si vous les frottez en continu comme ça pendant un certain temps, au bout d'un moment, les deux morceaux de bois vont devenir chauds. Si vous continuez à frotter, il va y avoir un petit peu de fumée qui va sortir de ces bouts de bois. Et si vous continuez à frotter, alors ces deux bouts de bois vont s'enflammer. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est un exercice auquel vous êtes peut-être déjà amusé. Mais si vous commencez à frotter sur un morceau de bois, et que vous regardez le morceau de bois en vous disant tiens, celui-là, il est sûrement plus sec, et que vous changez de morceau de bois, et que vous aurez encore un autre en vous disant tiens, celui-là, il est encore plus sec que les deux autres, et que vous continuez comme ça, vous n'arriverez jamais à les enflammer parce que justement, il faut choisir une base et s'y maintenir pour pouvoir avoir un effet utile dessus. 我听呢，他没把那么几个对那这些几个个人的那么几个没把人呢，全部灭，然后就带起来看这个，我们看这那个去说那么看这个灭带，然后这里灭把这，我来看灭把这，灭带，然后灭把中的带把那几个去说把这大大那么吃给安的大，因为带到那灭通把那几个去说大大吃过来了嘛，但是就上了帮你去说看这个就是地里大的是吧？ 看现在过去从全港市你港市去上港没有这个，真的在没把这样要的是。看现在全部土港市真的上港的没把这样要的。因为这我就没大的要嘛的，谁上港过的？不那么简单，没把看的经验的，第二三他们就是这个的，这他这个他的土港真的上来把有的上港的，没把天地看都也听。啊呢，上港的他没把这个关系的。 가시하게 니티와 카페를 제 노스 본케제 요 따뜻 수술로 딜레 따뜻 가디 얘네 단냐 담게 품어 가든 담아 얘네 다가 하는 공제가 마도 야야 또 살고 야 상상 마마 살고 야 네지 오메제 지신 되는 게 말이야 가디 얘네 네 틀리네 집하지 나는 때에 가서 나는 때에 가서 봐지 뭐 들리지라 봐 샤지는 매번 수술 다 잡아도 안 해봐 니 때봐 나지게 세부 야채 자 담아 차고 차 투기 말이야 자정아지 지체세리 차톤다 대단한 걸 먹었대. 야지 동네 안에 저저대 걸걸을 내가 하고 있는 거 그래. 내셔지 너무 지체고 Bien sûr, ce qui est important dans notre classification stable au départ, c'est de bien mémoriser l'objet que l'on veut choisir. Si vous choisissez par exemple la représentation du Bouddha, il va falloir bien regarder la représentation, être sûr de bien la connaître, de sorte que si vous fermiez les yeux, vous serez capable de la décrire, de savoir comment elle est exactement. Après, si vous voulez l'imaginer, vous la représentez mentalement et vous ne savez pas comment elle est en réalité, vous allez avoir un mal fou. Bien sûr, lorsque vous allez commencer à fermer les yeux et vous allez essayer d'imaginer, donc de vous représenter mentalement cette image-là, elle ne sera pas exactement conforme à celle que vous avez en face de vous. Elle sera sans doute moins claire, elle sera sans doute moins détaillée parce que notre esprit n'a pas une capacité de détail aussi précise que nos yeux, surtout au départ a priori. Mais ne vous en familiarisez pas, le but c'est pas d'avoir une image le plus claire possible, le but c'est d'avoir une image cohérente à laquelle on puisse se fier. Après, par la suite, lorsque vous prendrez l'habitude de la visualiser, lorsque vous la connaîtrez bien, d'elle-même, petit à petit, elle va devenir de plus en plus claire jusqu'à devenir aussi réelle que la réelle. Ça, c'est pas important, parce que ce qui est le plus difficile au début, c'est d'arriver à maintenir notre esprit sur cette image mentale. Qu'elle soit claire ou pas, ça c'est pas vraiment important. Si elle est à 50% cette image-là, ça va, ça suffit largement. L'essentiel, c'est d'arriver à bien maintenir votre esprit dessus. Alors quant à la visualisation elle-même, vous pouvez la représenter grosse comme un pouce, par exemple, il y a des gens qui font ça. Vous pouvez imaginer votre image mentale de la taille d'une main, qu'importe, c'est pas obligatoire qu'elle soit exactement de la taille de l'image réelle, c'est complètement secondaire. C'est en fonction de ce qui est pratique pour vous.
De même, il y a des gens qui préféreront imaginer cette image mentale à peu près au niveau du troisième œil, comme ça, à peu près à 9h30, une brassée en face du troisième œil. C'est possible, si ça aussi ça vous est pratique, très bien. On a remarqué aussi que la majorité des pratiquants préféraient faire ça, ou alors en face du nombril, donc à peu près à la même distance, en face du nombril, de l'image mentale qui est là. C'est possible aussi. Ce qui est important, c'est que ce soit pratique pour vous, que vous ayez une facilité à la visualiser et que vous n'ayez pas besoin de faire un effort pour la localiser dans l'espace. Ça, c'est ce qui est important. À partir de là, le but, c'est de la maintenir le plus longtemps possible ferme. Pourquoi insiste-t-on bien sur ce point? Parce que lorsqu'on va parler d'une concentration ou d'une méditation ou d'une pacification stable, ici ça désigne la même réalité, une visualisation, ici c'est la même chose, on est d'accord. Lorsqu'on va parler d'une concentration qui soit de bonne qualité, il faut qu'elle ait deux caractéristiques. D'une part, qu'elle ait une caractéristique de fermeté, de solidité, c'est-à-dire que notre image mentale elle soit là et qu'elle reste là telle qu'elle est et telle qu'elle était un instant auparavant et qu'elle y reste aussi longtemps que l'on désire. Ça c'est la qualité idéale, c'est la première. La deuxième, c'est qu'elle soit là, mais qu'elle soit là de bonne façon, c'est-à-dire qu'elle soit claire, qu'elle soit bien vivante, quelque sorte. Parce qu'il y a des moments, ça vous est sans doute déjà arrivé, où vous commencez par exemple à rêvasser, vous commencez un petit peu à vous assoupir, on a un petit peu l'impression que tout ce qui est autour de nous commence un petit peu à s'assombrir, perd de sa clarté, perd de cette brillance qu'ont les objets naturellement, tout devient un petit peu plus sombre. Dans la pacification stable, c'est la même chose. On peut avoir une image mentale qui est là, que l'on maintient bien fermement, mais parce qu'on commence un petit peu à s'assoupir, parce qu'on s'engourdit mentalement, l'image devient plus faible, moins brillante, plus sombre, etc. Et ça, c'est un défaut de notre pacification stable. Donc il faut qu'elle ait ces deux qualités. Mais dans ces deux qualités-là, la première, c'est-à-dire le fait de la maintenir, est celle qui est la plus difficile à acquérir au début. Donc, même si au départ votre image n'est pas claire à 100%, comme on a dit tout à l'heure, même si elle est claire qu'à 50%, c'est pas la peine de faire un effort pour qu'elle le soit plus, pour qu'elle soit plus claire. On peut s'en contenter et porter notre effort au départ sur la fermeté, de façon à être sûr de bien pouvoir la maintenir. Une fois qu'on la maintient bien, on pourra s'amuser à la rendre plus claire, c'est plus facile. Les années passées, en ce qui concerne l'image mentale que nous allions choisir, nous avons beaucoup parlé d'une image mentale extérieure à visualiser comme cette représentation du Bouddha, etc. Vous savez sans doute, si vous étiez là les sessions précédentes, qu'Enikochi a l'intention cette année d'enseigner une nouvelle façon de méditer, un nouveau support d'image mentale, l'esprit lui-même. Il faut avouer que c'est une pratique qui est un petit peu plus délicate qu'une image extérieure, un petit peu plus délicate à manier, un petit peu plus subtile, un peu plus puissante aussi, mais un petit peu plus difficile, il faut le dire. Et
vous pourrez faire le choix en connaissance de cause, en connaissant les deux techniques, donc l'image extérieure comme on vient de le voir et comme on a vu la dernière, ou alors l'esprit lui-même. Si vous avez, depuis l'année dernière, pratiqué une image mentale extérieure et que ça marche bien avec cette image mentale extérieure, vous n'êtes pas du tout obligé de changer cette année pour l'esprit lui-même. Contentez-vous de continuer ce qui marche bien. Mais simplement, gardez à l'esprit qu'il existe plusieurs techniques, parce que vous en aurez peut-être besoin un jour, qui sait. Quant à ceux pour lesquels l'image extérieure ne convenait pas, pour lesquels c'était difficile, ça marchait pas bien, etc., essayez cette année donc de méditer sur l'esprit lui-même, tel qu'on va le voir, et ensuite vous serez à même de faire la balance et de choisir quelle est la pratique qui vous paraît la plus facile, la plus favorable, celle qui vous paraît être la plus efficace, tout en connaissant les deux. Et cette pratique que nous allons faire cette année, il est important que vous la reteniez bien parce que si la pratique que nous allons faire est plus difficile à manier, elle est aussi plus puissante. Mais donc, ça sera à vous de faire le pendant, de choisir entre la difficulté et la facilité.